L'officine dont je vous parle a ce qu'elle appelle une armée numérique, constituée de quelques centaines de personnes qui sont grassement payées et dont le rôle, c'est de partager sans réfléchir ce qu'on leur donne, ou d'aller faire les audios virulents qui veulent faire croire que rien ne se fait au profit de nos militaires. Voilà, il y a des attaques tous les jours et le gouvernement ne fait rien, l'armée ne fait rien, le tout en recherchant un effet de lassitude des populations ou un effet de mécontentement généralisé parce qu'on ferait croire aux populations qu'il n'y a pas de réponse en face. Compatriotes béninois, restons sur nos gardes. La situation du terrorisme prend d'ampleur au Bénin. Le gouvernement béninois soupçonne certains généraux d'être impliqués d'une manière ou d'une autre dans les attaques djihadistes répétées ces derniers temps au Bénin. Je vous laisse suivre un extrait de l'entretien entre le porte-parole et secrétaire général du gouvernement et les journalistes Osias Sonouvou et Éric Guédénon. Bienvenue à ce rendez-vous du porte-parole du gouvernement face aux questions d'actualité. Rendez-vous aux médias que nous co-animons, Éric Guédénon de Canal 3 et moi. Monsieur le porte-parole du gouvernement, Monsieur Wilfried Langbéji, la vie nationale est marquée depuis les 17 et 18 avril dernier par les émois suscités après les dernières attaques terroristes au bilan meurtrier jamais encore enregistré dans les rangs de nos soldats au front du Nord Bénin. 54 officiellement annoncés comme bilan, mais 70 agités sur les réseaux sociaux. Des statistiques qui sont querellées et qui valent d'ailleurs au gouvernement des critiques par rapport au temps mis par le gouvernement avant les annonces officielles. Au traumatique de ce choc s'ajoute l'émoi de l'opinion qui est aussi en colère contre le gouvernement, à qui il est reproché de n'avoir pas exprimé un message de compassion à l'endroit des familles éplorées, à la mémoire des soldats, mais aussi pour éclairer le peuple sur la situation réelle sur le terrain. Chez Eric, on va donc demander au gouvernement si cette stratégie est une stratégie de guerre face à l'ennemi ou une posture pétrifiée du gouvernement face à l'effroi. Mais il n'y aura pas que cette question, bien d'autres questions vont surgir. En tout cas, c'est la question principale, la situation sécuritaire dans le nord du Bénin. À cela, nous allons aussi ajouter des questions d'actualité. Monsieur le porte-parole, merci de votre disponibilité. Bonsoir. Bonjour. Osias l'a relevé, le Bénin a connu une récente attaque. Déjà, comment expliquer aux Béninois cette nouvelle attaque? Une différence tactique dans notre dispositif de défense? Non, je vous dirais d'emblée non, M. Guédénon. Et pas forcément une défaillance. Mais avant d'aller plus loin, vous me permettrez, à l'occasion ou à l'entame d'une émission comme celle-ci, de redire ici nos compassions, nos condoléances aux familles éplorées et à la nation tout entière. La nation tout entière parce que nous avons pris l'habitude de dire que quand un seul de nos soldats vient à tomber, c'est toute la nation qui est endeuillée. Parce que le soldat qui est au front, il l'est pour défendre la patrie, pour nous défendre, nous tous. Et c'est pour cela que j'associe à ces condoléances et à ces compassions réitérées la nation tout entière. Vous avez évoqué 54. 54, et j'ai bon espoir, je vais espérer en tout cas, que plus jamais nous n'aurons des pertes dans cette envergure-là. 54 et pas 70 et pas plus de 70 comme cela a été véhiculé ici et là sur les réseaux comme vous l'avez souligné. Véhiculé aussi parce que les gens, les assassins qui viennent s'en prendre à nos enfants ont parfois, je ne dirais même pas parfois, ils ont un service de propagande, un service de presse, pour être soft. Et malheureusement pour nous, certains de nos enfants du Bénin, je veux dire, participent à ce jeu-là. De quelle façon? Se font les relais des assassins pour disséminer dans l'opinion des informations de nature à créer l'émoi, à entretenir la psychose. Il ne vous aura pas échappé, par exemple, que quelques jours après, soit le samedi dernier, le 26, je pense, sur les réseaux, d'autres ont eu le vilain loisir
de répandre qu'il y avait de nouvelles attaques dont ils assuraient la retransmission en direct. En recherchant des images d'ailleurs, d'autres pays, et des images passées, juste pour faire peur aux Béninois. À quelle fin, croyez-vous? Essayer de nous doucher au moral et faire en sorte que nous vivions dans la peur continue. Mais fort heureusement, nous sommes le Bénin, nous ne céderons pas. Alors, M. Guédéno, est-ce que cette attaque du 17 était liée à une défaillance dans la stratégie militaire? Je ne crois pas. Et je ne suis pas militaire, pas plus que vous, mais au moins je sais quel est le niveau d'engagement de l'État aux côtés de nos militaires et le niveau d'engagement de la hiérarchie militaire aussi aux côtés des soldats. Donc, je pense que ce qui devait être fait en termes de stratégie, en termes de mobilisation des hommes et des ressources et du matériel, cela a été fait. Maintenant, que cela soit fait et que, nonobstant, il y ait des attaques, et il y en a souvent qui sont enrayées, mais qu'il y en ait qui produisent le résultat recherché par l'ennemi, cela peut arriver précisément parce que nous sommes en situation d'asymétrie. Il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle où l'ennemi vous dit « on s'affronte à partir de demain » et vous prenez position, vous faites face. Un peu comme quand on était au cours primaire, chacun a pu l'expérimenter. Quand on s'invitait au duel, on vous dit à la sortie des classes, le vendredi ou bien derrière la clôture. En général, il ne nous arrivait pas de surprendre le camarade par l'arrière et de lui porter un coup fatal, comme ces assassins le font avec nos enfants. Mais ils le font ainsi parce qu'ils savent très bien que dans une guerre conventionnelle, ils sortiraient forcément perdants. Des groupes de criminels ne peuvent pas l'emporter face à une armée régulière, équipée, avec des hommes mobilisés. Cela ne s'entend pas. Et c'est pour ça une armée dont la réputation est établie, même sur les théâtres internationaux. Et c'est pour ça, justement, qu'il n'y a que par l'asymétrie qu'ils arrivent à nous surprendre et à faire des dégâts de temps en temps dans nos rangs. L'asymétrie suppose que ces assassins ne disent pas à nos soldats qui sont en position. Et rappelez-vous, les théâtres où ça se passe, ce ne sont pas des terrains de football où on a une vue aisée sur l'avant, ce n'est pas en pleine ville, c'est en brousse surtout. Donc ils ne disent pas à nos enfants, on viendra vous attaquer ce soir, on viendra demain. Eux, ils sont tenus de veiller 24 heures sur 24. Mais il faut bien s'adapter à cette réalité. Il faut bien s'adapter à cette réalité, mais quand ils ont fait leur formation militaire à l'origine, ils n'ont pas été formés à cela. Maintenant, c'est des défis contemporains auxquels ils s'adaptent et toutes les armées font leurs efforts. Nous, nous faisons l'effort de recruter suffisamment, de mettre le matériel à disposition, d'entretenir le moral de la troupe et c'est ça aussi qui fait que, contrairement à d'autres, nous ne sommes pas dans la situation où on enregistre chaque mois 10 attaques meurtrières ou à l'année une centaine d'attaques meurtrières. Je voudrais que l'on se rassure de cela et que les Béninoises et les Béninois ne paniquent pas plus que de raison parce qu'il nous arrive des cas où nous perdons nos enfants. Donc je redis ici que le sacrifice au nom de la nation, pour cela nous leur serons éternellement reconnaissants et ils resteront à tout jamais au chaud dans nos cœurs le souvenir de ce sacrifice-là, que nous ne minimisons pas. Même s'ils sont des militaires, même s'ils sont formés pour aller au front, ils ne vont pas au front en souhaitant y laisser la vie. Et quand on les envoie au front, ce n'est pas parce qu'on veut qu'ils y perdent leur vie. Et c'est pour cette raison qu'il n'y aura pas à transiger avec les assassins qui viennent s'en prendre à nos enfants. Et quand on a dit ça, il faut en profiter aussi pour dire aux Béninoises et aux Béninois. Et il y en a qui sont de bonne foi, qui par exemple, sur cette actualité-là, ont considéré que le gouvernement a manqué d'empathie, le gouvernement n'a pas décrété un deuil national, le gouvernement n'a pas mis les drapeaux en berne. Je vais leur expliquer pourquoi. J'ai dit, et on en convient tous, nous sommes en situation d'asymétrie. On ne le souhaite pas, mais vous pouvez avoir des attaques tous les jours, toutes les semaines, avec des dégâts.
quand bien même nous mettons les moyens qu'il faut. Pour nous, toutes les vies se valent. Le soldat, qu'il soit de l'Alibori ou du Zou, du Borgou ou de l'Ouémé, du Mono ou du Koufo, du Plateau ou de la Takora ou de la Donga ou des collines, etc., chaque vie de soldat vaut une autre. Si nous entreprenons de mettre le drapeau en berne, nous devrions le faire chaque fois qu'un de nos enfants tomberait. Chaque fois qu'un de nos enfants tomberait, on devrait le faire. Donc, on le fait parce qu'un tombe, on le ferait parce que 5 tombent, parce que 10 tombent, je touche du bois. Davantage parce que 50 seraient tombés. Pourquoi le ferait-on une fois et qu'on ne le ferait pas par la suite? Et j'ai dit, ce n'est pas un phénomène qui se produit une fois l'an. Si ça nous arrivait 10 fois, 20 fois, 50 fois dans l'année, encore une fois, je touche du bois. Si ça nous arrivait 50 fois dans l'année, on va décréter 50 fois un deuil national. On va mettre le drapeau en berne 50 fois. On fait le jeu de l'ennemi. Nous faisons ainsi le jeu de l'ennemi. D'ailleurs, regardez bien autour de nous. Ceux qui vivent le phénomène dans son acuité, avec des dizaines d'attaques, des centaines, voire au cours de l'année, et qui avaient commencé à mettre le drapeau en berne, à décréter deuil national, à exposer même les cercueils pour rendre hommage aux enfants, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Parce qu'ils ont compris qu'il y a un contre-coup. Ça entretient une certaine psychose et ça fait que l'ennemi est galvanisé. Parce qu'il dit oui, mais je les atteins où ça fait mal. Donc on a décidé, tout en respectant la mémoire de nos enfants, tout en reconnaissant, je le dis encore une fois, le sacrifice qu'ils sont amenés à faire, on a décidé de rester dignes et de ne pas alarmer nos concitoyens pour cela. Donc ce n'est pas un manque d'empathie, c'est une question de responsabilité. Précisément, il faut insister là-dessus, chers amis de la presse, pour que nos compatriotes comprennent que si ça se passe aujourd'hui, et que ça se passe mercredi, ou que ça se passe un samedi, donc 50 fois, 100 fois dans l'année, qu'est-ce que nous faisons? Mais systématiquement, le drapeau en berne, et le faire pour un décès, 5, et pourquoi pas pour 10. Le faire une fois, et pourquoi ne pas le faire pour les autres après. Donc c'est pour ça qu'à l'analyse, on s'est dit, ça ne serait pas pertinent de procéder ainsi. Mais à défaut de ça, qu'est-ce que l'État fait alors? Je voudrais même, à la suite, appuyer la question d'Éric Guédénon, ce que l'État fait en mémoire des soldats et des familles éplorées. Mais en revanche, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un moment national pour créer une sorte de sursaut national, de cohésion nationale derrière l'effort de guerre déjà que déploie le gouvernement et surtout pour soutenir les familles éplorées? Tant qu'on n'est pas venu à bout du phénomène, vous aurez besoin chaque fois de faire un moment national, à un moment ou à un autre, tant qu'on n'a pas fini avec le phénomène. Parce que vous ne savez pas s'il va durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Il y a des pays où ça dure depuis 15 ans. Donc, tant qu'on n'a pas fini avec, vous serez amené à un moment ou à un autre à faire un moment national. Par contre, nous, on a aujourd'hui au Bénin un monument aux dévoués, l'obélisque, où nous sommes convaincus que les étoiles de nos enfants qui sont tombés sont gravées des cieux. Et puis, rien ne nous empêcherait demain, quand on aura remporté une victoire définitive sur ce phénomène et qu'il sera devenu un épiphénomène, rien ne nous empêcherait, l'État du Bénin, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 1 an même, si on a fini et qu'on est sûr qu'on a fini, rien ne nous empêcherait d'ériger une stèle, un monument exclusivement dédié à la mémoire de ces enfants qui auront payé de leur vie l'intégrité de notre territoire, le maintien de notre pays debout. Et c'est aussi ça, leur sacrifice, qui fait que certains d'entre nous ont le temps de se répandre sur les réseaux sociaux et de colporter ce qu'ils veulent dans le funeste dessein d'apeurer les populations et d'attenter à leur quiétude. Et qu'en est-il alors de cette absence? Maintenant, ce que nous faisons, nous sommes obligés vis-à-vis de nos soldats qui vont au front, qui vont dans des missions spéciales. Et nous avons voté des tests. Il y a une loi, il y a des décrets qui ont été pris. Et lorsque ça arrive, l'État va au soutien des familles. Il y a un montant qui est débloqué systématiquement pour chaque enfant du Bénin tombé au front en mission spéciale.
il y a un montant qui est débloqué. L'argent ne remplacera jamais une vie, mais les familles savent lorsque ça arrive. Et chacune d'elles, par ailleurs, reçoit un courrier formel de la part de l'État à travers le ministère de la Défense faisant les condoléances du gouvernement. Chaque famille intéressée reçoit un courrier. Comme un acte de reconnaissance de la nation. De la nation, déjà. En plus, ce qui est prévu comme moyen, je ne vais pas employer le mot dédommagement parce que ça ne vaut pas une vie. On le paye. Ensuite, lorsque les soldats, ils ont laissé des enfants, l'État prend en charge l'éducation des enfants jusqu'à leur majorité, 21 ans. Si un soldat a laissé un enfant en CI ou en maternelle, nous nous obligeons à assurer sa scolarité jusqu'à ses 21 ans. Nous mettons en place une assurance maladie pour l'accompagner jusqu'à ses 21 ans. Ça se fait. C'est les réponses concrètes que le gouvernement apporte lorsque nous vivons ces phénomènes-là. Alors, qu'en est-il alors de ce silence qu'on observe assez souvent après les attaques du côté du gouvernement? Les citoyens ont déploré ça aussi. Ça ne parle pas, le gouvernement ne dit rien, l'état-major aussi. Et justement, on est là, dans ce silence. C'est peut-être les réseaux sociaux qui annoncent les nouvelles, les informations, des chiffres avec des images. J'ai dit tout à l'heure que certains de nos enfants, certains Béninois, je vais dire, œuvrent comme s'ils étaient du service de propagande ou du service de presse soft des assassins qui s'en prennent à nos enfants, en se dépêchant, sans esprit de discernement, de divulguer tout et n'importe quoi sur les réseaux. Quand vous évoquez le silence ou le temps mis à faire le bilan, encore une fois, les attaques terroristes ne surviennent pas sur un espace ouvert où l'on voit aisément devant soi. J'ai donné l'exemple d'un terrain de football. Nous sommes en brousse généralement. Lorsque ça survient, qui a intérêt, le premier, à aller communiquer? C'est l'assassin. C'est l'assassin. Et c'est suppo. C'est eux qui vont dire, bon, on a attaqué. Ben, vous dites, on a attaqué. Nous, on n'a pas de chiffres. L'armée va prendre le temps d'aller vérifier, récupérer les corps de ses frères d'armes, ratisser pour voir est-ce qu'il y a des survivants. Quand l'attaque survient, même quand ce n'est pas effet de surprise, il y en a qui réussissent à se mettre hors de cause. Donc, ils peuvent se cacher, se terrer, voir. Quand ils peuvent riposter, ils ripostent. Certains sont peut-être morts sur le coup, d'autres sont blessés. Donc, l'assaillant, lui, il va dire, j'ai fait une attaque, il y a 100 morts. L'armée, qui va à la rescousse aussi vite que possible, va voir que, ah, oui, il y a eu une attaque, nous avons 20 morts, nous avons 30 disparus, parce qu'il y a des gens dont on ne retrouve encore ni le corps, ni dont on ne perçoit le souffle de vie. Et puis, au fil des heures, peut-être que certains qui s'étaient mis hors de cause vont revenir, parce qu'ils ont vu que leurs camarades sont là. Donc, ils sont en confiance, ils vont arriver. L'armée prend le temps de faire tout ça. Il ne veut pas communiquer en désordre. Parce qu'il y a eu attaque le 17 à midi ou le 17 au soir, dit voilà. Et c'est pour ça que eux, par exemple, sur le cas du 17, les premiers chiffres qu'ils ont eu, c'était 8. Quand ils sont arrivés, ils ont vu 8. Donc, les gens ont véhiculé qu'il y a eu 8 morts. Et certains ont pensé après que c'était une stratégie pour minorer les dégâts. Non, rien du tout. Et c'est aussi le sens de responsabilité. Ne pas venir dire aux populations, il y a eu une attaque. Et vous venez dire, nous avons 5 morts. Ou bien, nous avons 50 morts. Et la journée d'après, vous revenez dire, non, en fait, c'était 20 morts ou c'était 2 morts. C'est le sens de responsabilité qui leur commande de prendre le temps de faire l'état des lieux et d'arrêter les bilans pour que l'on sache exactement. Et le gouvernement n'est pas sur le terrain. Le gouvernement attend aussi les éléments d'appréciation que l'armée lui fournit pour pouvoir se prononcer. C'est aussi simple que ça. Donc, en vérité, sur à quoi vous conviez nos concitoyens, c'est de considérer que cette guerre face aux terroristes est une véritable
guerre et qu'en temps de guerre, les citoyens doivent faire bloc derrière leur État et avoir la patience d'attendre les communications officielles parce que l'ennemi, partout en situation de guerre, s'empresse toujours de chercher à déstabiliser par une communication mortifère. Et aussi, il y a un détail important. On a été particulièrement choqués par les vidéos diffusées sur les tueries en temps réel. Il est important de passer un message par rapport à la diffusion virale de ces vidéos. Et quand vous évoquez ces vidéos qu'on a vues également, vous aurez noté qu'il y a des soldats sur lesquels on a tiré de dos. De dos. En guerre conventionnelle, ça ne se fait pas. Parce que quand vous avez vu la personne tomber face contre terre, il est à parier qu'on lui a tiré dessus de dos. Même quand le soldat avait son gilet pare-balles, on lui a peut-être tiré dans la nuque et puis s'est retrouvé au sol. C'est insoutenable et c'est douloureux d'en parler. Vous n'imaginez pas à quel point les gens pensent qu'on a plaisir à venir s'asseoir et ne pas dire ce qu'on devrait. Non, on le dit au moment indiqué et dans les termes qu'il faut. Parce qu'on n'est pas en compétition pour savoir qui parle bien, qui rédige bien. Non, ce n'est pas une compétition. Et on a du respect pour nos enfants, davantage lorsqu'ils ont donné de leur vie pour que nous soyons là. Et c'est l'occasion, effectivement, vous dites, les personnes qui véhiculent, qui se comportent comme des suppôts de l'ennemi et qui véhiculent ça, il faut en appeler à la responsabilité des administrateurs de groupes, les différents forums WhatsApp dans lesquels nous sommes ou sur d'autres plateformes. Quand vous êtes administrateur de groupe, vous êtes responsable de ce qu'on publie dans vos groupes, puisque c'est vous qui connaissez les gens que vous inscrivez dans vos groupes. Et quand ils le font et que vous ne réagissez pas, vous êtes complice, à tout le moins. Si vous n'êtes pas acteur, donc un djihadiste aussi, d'une certaine façon, vous êtes complice de laisser faire ça. Et ça n'est pas normal. Et puis nous, on n'est pas dupes, M. Sounoubou, M. Guédéno, il faut que vous le sachiez. Parce que vous avez noté par exemple qu'après le 17, le samedi 26, les mêmes officines qui ont l'habitude de relayer ces images macabres ont entrepris le samedi 26 de nous faire croire qu'elles nous faisaient vivre en direct une nouvelle attaque terroriste avec des images venant d'autres pays, avec l'enthousiasme de gens qui ont le sentiment de faire, comme chez vous les journalistes, un effet de scoop. Non, le sensationnel même, ce n'est pas vraiment le fort du journalisme, mais le scoop, ouais, dont ils sont détenteurs. Nous, on sait, et je vais vous le dire avec gravité, on sait qu'il y a des officines qui ont comme plan d'action politique en 2025 de travailler à la déstabilisation du Bénin et qui ont beaucoup d'argent pour cela. Je parle d'officines. Vous portez des accusations aussi graves. Je parle d'officines et je vais vous dire, plus grave encore, certains de nos compatriotes officient au sein de ces officines-là. De l'intérieur ou de l'extérieur? De l'intérieur comme de l'extérieur. Je vais vous le dire. Et nous, quand on le dit, ce n'est pas pour fuir nos responsabilités. Je vous ai dit, on ne bat pas notre coupe sur la poitrine des autres. Nous assumons, mais nous savons. Et c'est aussi pour ça que nous faisons front. Nous ne capitulerons pas. Nous avons à défendre nos enfants, nous avons à défendre notre pays. N'en déplaise aux gens qui considèrent que, parce que le Bénin, quand même, vaille que vaille, fait son petit bonhomme de chemin, les choses semblent marcher, le pays progresse, il faut stopper. Regardez, dans ce contexte-là, nous avons fait 7,5% de croissance en 2024. On n'aurait pas tout ça. On n'aurait pas certaines situations exogènes qu'on serait peut-être à 9-10%. Et tout ça va se ressentir aussi sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Donc, c'est un défi et c'est une guerre. C'est une guerre qui n'est pas une guerre normale, c'est une guerre asymétrique et il faut en avoir conscience. Après, je ne vous livrerai pas les stratégies militaires parce que les militaires, ils ont des obligations
Mais après, en situation d'asymétrie, il faut, vous le disiez peut-être tout à l'heure, il faut aussi s'adapter. Et s'il faut changer d'approche, il faut utiliser certaines méthodes, peut-être que désormais, il ne faudrait pas en faire l'économie. On voudrait mieux comprendre sur cette accusation que vous portez sur certains de nos concitoyens dans l'objectif de déstabiliser notre pays. En termes clairs, il y aurait un financement destiné à des Béninois dans l'objectif de déstabiliser le Bénin? Pour être plus précis encore, vous voyez les personnes dont parlait M. Sounouveau qui diffusent sans discernement ces vidéos, ces productions sur les réseaux. J'ai dit, il y en a qui sont de bonne foi, mais il y en a malheureusement qui sont dans une entreprise déstabilisatrice. L'officine dont je vous parle a ce qu'elle appelle une armée numérique constituée de quelques centaines de personnes qui sont grassement payées et dont le rôle, c'est de partager sans réfléchir ce qu'on leur donne ou d'aller faire les audios virulents qui veulent faire croire que rien ne se fait au profit de nos militaires. Voilà, il y a des attaques tous les jours et le gouvernement ne fait rien, l'armée ne fait rien, le tout en recherchant un effet de lassitude des populations ou un effet de mécontentement généralisé parce qu'on ferait croire aux populations qu'il n'y a pas de réponse en face. Et certains nous ont même invités à aller faire allégeance à d'autres pays autour de nous où, malheureusement pour ceux qui nous y invitent, la situation n'est pas des plus enviables. Nous gérons la nôtre, mais de loin, nous sommes encore mieux logés que ceux vers qui on nous propose d'aller chercher solution. En tout cas, vous nous rassurez sur le fait que notre dispositif est efficace, en tout cas dans cette lutte, mais nous savons aussi que face à l'ennemi, il faut une coopération régionale. Le Bénin en est où en la matière? Je veux vous rassurer sur le fait que nous avons un dispositif en place et que globalement, il est efficace parce que les cas qui sont enrayés, les cas de tentative qui sont enrayés dépassent ceux qui produisent les effets. Et parce que c'est quand il y a les effets que vous voyez, vous avez souhaité tout à l'heure, et moi avec vous, que l'armée nous fasse savoir plus souvent quelquefois ces cas arrivent, même s'il faut savoir mesure observer pour ne pas que ce soit contre-productif finalement. Et s'agissant de coopération, nous sommes les premiers demandeurs de la coopération. Encore une fois, si vous l'aviez oublié, le président Patrice Talon a été le premier à demander au sein de la communauté CEDEAO que les États mutualisent leurs efforts, ce qui a donné naissance à l'initiative d'Accra qui malheureusement n'a pas prospéré après parce que l'engagement des uns et des autres n'y était pas. Le président Talon s'est rendu au Burkina Faso, parler avec les autorités de fait qui étaient là. Vous avez oublié cela. Nous avons conclu un accord. Droit de suite. Nous avons conclu un accord avec le Niger, avec le Burkina à l'époque pour ça. Ce n'est pas de notre fait si dans ces pays-là, il y a un changement de paradigme qui fait qu'on ne peut pas donner suite à ce qui a été négocié. Ce n'est pas de notre fait. Et puis, à cette occasion-ci, je voudrais faire une précision. Quand la situation au Niger est intervenue avec le coup d'État du 26 juillet 2023, quand la situation est intervenue et vous avez reproché au président Talon d'avoir été à l'offensive plus que les autres. Oui, nous avons joué pour la CEDEAO, mais nous avons aussi joué en pensant aux intérêts du Bénin. Les intérêts du Bénin, c'était quoi? Nous savions que sur le front de la frontière avec le Burkina, c'était déjà critique. Et on sait ce que ça coûte. Et nous n'avions aucune envie que le côté Niger aussi nous impose les mêmes réalités que côté Burkina. Et c'est à ça que nous assistons maintenant. Le point triple dont on parle, c'est Bénin, Burkina, Niger. Et si de l'autre côté, il y avait de la présence comme chez nous, on ne connaîtrait pas ces attaques-là dans cette répétition et avec les effets que l'on a. Parce que, comme là-bas, il n'y a pas de force qui s'interpose, les assassins peuvent se regrouper à 500, 1000, 2000, venir comme une horde, surprendre quelques dizaines ou quelques centaines de soldats en faction pour protéger le pays. C'est de ça qu'il s'agit aussi basiquement, et il faut le dire pour que chacun comprenne ce que nous vivons.